Vous savez, quand c'est le temps de vendre sa propriété, on prend un courtier, on le fait par nous-mêmes. Il y a beaucoup de mythes qui existent, d'un côté comme de l'autre, je dirais. Là. On va être honnête ce matin. Caroline Salette est courtier propriétaire chez Remax Royal Jordan. Elle est avec nous ce matin. Madame Salette, bonjour. Bon matin. Bon, alors, beaucoup d'illusions, parfois. Certains diront que c'est plus facile de vendre sa maison par soi-même que d'utiliser un courtier. C'est sûr, certain que quand on est des deux côtés de la frontière, il y a toujours des solutions que l'on trouve. Chez vous, vous avez quand même illustré qu'il y a plusieurs illusions pour un acheteur qui transige tout seul. Effectivement. Bien, je vous remercie d'être ici ce matin. Puis, je trouve important de parler de ce sujet-là du à vendre par propriétaire. Mais ce matin, ce que j'aimerais qu'on discute, c'est peut-être plus, au lieu de parler du vendeur et de ses motivations à lui, de voir un petit peu l'autre côté de la médaille, de qu'est-ce qui ferait qu'un acheteur veut acheter un à vendre par propriétaire et quelles sont peut-être ses illusions ou ses croyances dans le fait que d'acheter un à vendre par propriétaire serait une bonne affaire pour lui. Bon. Alors, certains vont dire, ben moi, si je passe pas par un courtier, que je passe directement avec le propriétaire, va sauver la commission, ça va me coûter moins cher. Bien, vous voyez, vous mettez en prémisse, dans le fond, la première illusion d'un acheteur lorsqu'il va vers un à-vendre par propriétaire. Il faut comprendre qu'on se retrouve avec deux personnes, un vendeur propriétaire et un acheteur qui se veut être un futur propriétaire, qui sont à pôles totalement opposés. La motivation principale d'un vendeur qui serait de mettre sa maison à vendre par lui-même serait de vouloir économiser ou du moins empocher cette commission-là. Tandis que l'acheteur veut la même chose. Donc, se met à la recherche d'une propriété qui serait peut-être à rabais, ce qui n'est pas le cas. Le vendeur se croit encore plus fort de pouvoir protéger son propre prix, donc d'empocher la commission. Alors, c'est une illusion de penser qu'il va avoir un prix à rabais. Au contraire, il va se retrouver à être en chamaille, peut-être avec un vendeur qui, lui, soit n'est pas d'accord avec la valeur qu'un courtier lui a dit, donc pense que ça vaut plus cher, alors l'économie du gain est déjà perdue d'avance, ou sinon, un propriétaire qui veut le même prix par rapport à sa valeur, mais qui va vouloir empocher ce prix-là en entier. Donc, où est vraiment cette économie? Il y a quand même une marge de manœuvre de négociation, là, de supplémentaire. Le vendeur l'aura prévu dans son prix demandé. Okay. Illusion de penser qu'il va demander exactement la valeur qu'il veut. Bon, il y a le fait aussi que la négociation serait plus facile aussi. Est-ce que la négociation serait plus facile entre deux personnes qui sont émotivement éprises? À savoir qu'un propriétaire-vendeur aime sa maison et croit qu'elle vaut le pesant d'or qu'il en demande. Et l'acheteur aussi est émotivement épris. Il peut être tombé en amour. Le rationnel vient de perdre toute sa place et son importance lorsque deux personnes émotives vont se négocier entre elles pour pouvoir avoir une transaction. Mais il faut savoir qu'une négociation, c'est pas juste le prix. Une négociation sont tous les termes, les conditions, les délais qui sont à être inscrits ou à être respectés. Le seront-ils? Seront-ils omis? Toutes les déclarations du vendeur aussi sont importantes. Et souvent, c'est pas qu'un vendeur est de mauvaise foi et il ne les déclare pas. C'est souvent simplement par ignorance de devoir les déclarer et l'acheteur a cette même méconnaissance de peut-être savoir quelle déclaration devrait-il demander au vendeur. Ça, c'est le point de vue légal que vous nous parlez, là. Absolument. Dans lequel un courtier immobilier est formé pour pouvoir faire face à ces déclarations-là. Bon, parfois, il y a eu une mauvaise chimie avec un courtier. C'est déjà arrivé. On est des êtres humains, là, quand même. Exactement. Mais ça refroidit peut-être l'ardeur aussi d'un acheteur de passer par un courtier maintenant, là. Ça peut refroidir peut-être un peu l'ardeur, mais il faut comprendre que le choix de son courtier immobilier est aussi un choix judicieux qu'un acheteur doit faire, qu'il doit en rencontrer, il doit pouvoir créer cette chimie-là avec ce courtier. Puis, on parle de mauvaise expérience, malheureusement, le courtier n'est pas toujours responsable d'une mauvaise expérience. Des fois, ça peut être carrément dans une transaction. On se retrouve encore dans un marché où il y a beaucoup d'offres multiples et malheureusement, il y aura qu'un gagnant acheteur. Alors, un acheteur qui a passé à travers peut-être certaines ventes multiples va avoir l'impression que s'il va vers un vendeur privé, il y a moins de demandes. Parce que la majorité des acheteurs vont passer par l'intermédiaire d'un courtier. Donc, en ayant moins de demandes, il se met moins à risque d'aller dans une offre multiple, donc croit encore une fois une certaine économie. OK. Alors, donc, on va expliquer un peu c'est quoi une offre multiple, là. C'est quand une maison est en vente puis qu'il y a plusieurs offres sur la même maison en même temps. Absolument. Alors, là, à ce moment-là, ça complique la donne. Absolument. Et d'où toute l'importance de la compétence et de l'expérience des courtiers dans la transaction pour être sûr que les droits, les obligations et tous les détails sont pris en compte dans la négociation. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas que le prix qui gagne une négociation. Bon, alors, il y a un certain découragement qui peut s'installer à ce moment-là là, auprès d'une personne de passer par un courtier, des offres multiples, puis des stocks qui parfois sont à la baisse. C'est peut-être pas le cas là, actuellement. Là. Il commence à en avoir un petit peu plus. Là. On voit que les pancartes poussent un peu plus. Là.
Mais trouver sa maison de rêve, là, c'est pas toujours facile. Non, c'est pas facile. Et le rôle du courtier a aussi changé, à savoir que le rôle du courtier n'est plus juste de trouver un acheteur ou de trouver une propriété, mais bien un service complet d'accompagnement. Alors, le découragement peut se faire dans le sens que l'acheteur a l'impression, parce qu'effectivement, que les inventaires sont plus bas et les propriétés qui sont bien inscrites, donc à leur juste valeur, elles sont très éprises par les acheteurs. L'acheteur va aller sur l'Internet et va se mettre à chercher. La méconnaissance d'un acheteur, c'est qu'il croit que parce qu'une propriété est à vendre par le propriétaire, qu'il ne peut pas y aller avec le courtier avec qui il s'était associé. Et ça, c'est une mauvaise compréhension du marché. Un acheteur qui a pris une décision de faire affaire avec un courtier pour trouver sa maison et qui trouverait, par exemple, une propriété pour laquelle il a de l'intérêt, mais qu'elle est à vendre avec par propriétaire directement, il a tout l'intérêt et les droits de pouvoir aller faire une transaction avec l'intermédiaire de son courtier sur un vente par propriétaire. C'est parce que le problème, c'est que le vendeur, il ne voudra pas payer la commission, lui, par exemple. On retourne... Qui paye la commission dans ce temps-là? Là? Les honoraires professionnels du courtier, à travers sa capacité de négociation, à travers son analyse comparative de marché, va dans cette négociation-là pouvoir sûrement rapporter ou ramener plutôt le vendeur à une juste valeur de sa propriété. Ce qui souvent, donc, le gonflement devient une partie de la négociation. Et un vendeur qui se retrouve avec un acheteur à sa table et avec les services et l'accompagnement d'un professionnel, rarement va réfuter de payer la commission. On le voit, et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'aventes par propriétaire sont soit tant sollicitées par les courtiers ou sont carrément vendues par des courtiers très, très souvent. Je vais prendre l'exemple d'une maison de 300 000 à peu près. Mettons 3 de commission, là, parce que je sais pas là, si c'est divisé en deux ou pas. Là, ça fait pas loin de 10 000. Là. Le vendeur, ça ne tentera peut-être pas de payer 10 000 là. Vous resteriez surpris, M. Gagnon. Ah oui? Vous resteriez surpris parce que lorsque le vendeur, après plusieurs mois, se retrouve dans des positions un petit peu loufoques des fois avec des acheteurs ou a eu des offres d'achat, des promesses d'achat sur sa propriété qui n'ont pas fonctionné, valorise entièrement les services d'un courtier immobilier et va être prêt justement à s'asseoir et de pouvoir, avec l'acheteur, faire une transaction qui est rationnelle dans lesquelles des honoraires vont être définitivement considérés. Bon, alors ça veut dire qu'on comprend peu ou mal la valeur ajoutée que vous me dites là sur l'arrivée d'un courtier pour représenter autant l'acheteur que le vendeur. Le courtier, dans sa formation, dans son expertise, va pouvoir donc s'assurer que les termes et les conditions de l'offre sont raisonnables et sont surtout entendus entre les parties, sont aussi respectés entre les parties. On ne mettra pas à peur toutes les transactions en disant « Oh, il faut vous protéger », mais c'est de penser qu'effectivement, plus l'avenue de l'Internet et l'information est arrivée, plus les transactions immobilières se sont complexifiées. Madame Salette, merci beaucoup encore une fois. On fait une pause. On va revenir dans un instant tout de suite.